Bonjour, je suis David Restrepo, assistant à la faculté des droits, chercheur au Centre Perelman de philosophie du droit, comme tous mes autres collègues. Et je vais vous parler aujourd'hui des théories du droit global du Sud, ou bien les théories du Sud du droit global, plutôt. Alors ces théories sont très controversées, même au sein des pays du Sud. Cette théorie se présente d'une manière très idéologique, comme vous allez le voir. Et en effet, c'est une de ses vertus, en même temps un de ses défauts. Et moi-même, j'ai écrit un livre en 2010, une critique profonde à ces théories. En fait, ces théories ont influencé les constitutions de la Bolivie, les nouvelles constitutions de la Bolivie, le Venezuela et l'Équateur. Et moi, j'écris donc un livre en 2010 qui s'appelle La philosophie politique et juridique des nouvelles constitutions latino-américaines, où je fais une analyse de ces théories qui ont donc influencé ces constitutions-là. Alors, passons au premier point. Pourquoi il y aurait une atypicité et pourquoi faudrait-il réfléchir différemment aux théories du Sud? Est-ce qu'on a une typologie des problèmes? Alors ici, il faut dire que les problèmes du Sud sont très différents. Ça dépend des régions et ça dépend aussi des types de problèmes qu'on retrouve dans chaque région. Les auteurs sont en général d'accord qu'il n'y a pas suffisamment d'études empiriques pour pouvoir aller plus directement faire une typologie. Et donc, on aurait besoin de faire plus d'études empiriques sur la question. Néanmoins, ils pensent qu'il y aurait certains cas illustratifs qui nous permettraient de réfléchir donc à la manière que la globalisation, comment la globalisation va avoir des impacts sur les Suds. Alors, voilà, donc pas de typologie des problèmes, plutôt des cas illustratifs. On va voir certains de ces cas aujourd'hui. Alors, laissez-moi vous introduire un de ces cas maintenant, un cas qui m'est assez proche. Donc en 2006, j'avais été embauché, je travaillais pour un programme des Nations Unies, de l'Organisation internationale pour les migrations, sur les déplacements en Colombie. La situation étant la suivante. En 1994 à 2005, la Colombie a vécu une situation particulière de violence dans certaines régions du pays. Et cela avait occasionné un déplacement massif des personnes qui se sont déplacées donc de la campagne aux villes du pays. À peu près 2 millions de personnes, donc vous voyez, c'est énorme. Et ces personnes donc se trouvaient dans les villes sans vraiment une protection de l'État. Mais il y avait une question un peu plus particulière qui s'est posée à ce moment-là. Il y avait plusieurs groupes intéressés en fait à la question, dont notamment les victimes, donc les personnes qui s'étaient déplacées des endroits, disons de la campagne aux villes. Un deuxième groupe qui était qui avait réalisé l'expulsion, donc c'était souvent des groupes armés, soit des paramilitaires, soit des guérillas. Et il y avait un troisième groupe, c'était des propriétaires terriens qui s'intéressaient à la question. On ne savait pas trop pourquoi. Et je vous ai préparé un plan où on peut voir à différentes échelles où se posaient particulièrement les problèmes. Donc, vous avez la Colombie, j'ai essayé de les placer dans l'Amérique du Sud pour ceux qui ne voyaient pas où trop c'était. Donc, c'est entre le Brésil, vous voyez le Venezuela, l'Équateur et à côté du Panama. Donc, celle-là est la région spécifique où s'est posée cette question. Par ailleurs, c'est un des endroits où on peut citer des grosses entreprises qui sont installées, Chiquita, Coca-Cola. C'est un endroit qui permet, comme vous allez le voir, accès aux deux mers facilement, donc à des ports qui sont sur le Pacifique et sur l'Atlantique. Et ici, à droite, à votre droite en bas, vous voyez déjà, vous voyez la mer là-bas, et vous voyez les différents endroits où en fait il y avait les déplacements. C'était les types de déplacements qui s'étaient opérés pendant la dizaine d'années dont je vous ai parlé. Alors, ça c'est le contexte. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette situation? Donc en 2004, une situation catastrophique pour ces familles qui habitaient dans les villes, les grandes villes du pays, sans aucune protection. Il y avait deux questions qui se posaient très particulièrement par rapport à ces personnes-là. La question de leur propriété.
alors qu'il s'était déplacé il y avait une dizaine d'années. Et en fait, beaucoup de ces propriétés avaient été transférées de manière irrégulière par des fraudes notariales aux victimaires. Et d'autre part, il y avait la question des taxes. En fait, les taxes foncières, dans certains cas, étaient tellement élevées que pour ces familles, il était impossible de payer ces taxes une fois récupérées leurs propriétés. Alors ça, c'était la situation en 2004. Donc, à partir de 2004, il y a eu tout un mouvement social, des familles qui se sont mis ensemble pour créer des groupes, des organisations qui ont reçu les soutiens des ONG nationales et internationales. Et pendant 2003 et 2006, il y a eu plus de 3000 recours d'amparo, donc c'est un recours pour la protection des droits fondamentaux, qui ont été introduits dans les différentes juridictions du pays. Donc je répète, c'était 3000. Alors ces 3000 recours avaient été dans la grande partie, il y avait eu l'expertise des ONG qui ont aidé en fait ces victimes à rédiger ce type de recours. 2004, fin 2004, la Cour constitutionnelle colombienne prend une décision très importante. Elle oblige l'État colombien à créer un programme cadre pour protéger les propriétés de toute cette famille, plus améliorer les conditions de ces familles dans les villes. Alors, ces familles, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Donc, je vous ai dit, toute immobilisation des personnes, des groupes, des mouvements sociaux, toute la mobilisation aussi d'instruments de droit international contraignants et non contraignants, dans la Convention interaméricaine, la Convention américaine des droits de l'homme, aussi des recommandations de la Commission, plus des rapports pays qui étaient élaborés par des ONG des différentes régions. Alors, disons, ça c'est une histoire qui m'est proche. Donc en 2006, l'État colombien met en place ce programme cadre qui est supporté par Nations Unies et qui finalement m'embauche et me permet de vous raconter cette histoire aujourd'hui. Alors, la situation s'est beaucoup améliorée. On dirait aujourd'hui il y a un vrai service aux victimes qui a encore beaucoup de problèmes, mais la situation s'est améliorée d'une manière très importante. Alors, bien sûr, je vous parle de cette histoire. Je vous fais remarquer qu'il y a eu toute une mobilisation sociale et la mobilisation aussi d'instruments juridiques internationaux. Et c'est la façon comme je essaie de vous montrer en fait ce qu'il y a en dessous de ces théories. Je vais revenir sur d'autres exemples un peu plus tard, mais je vous présentais celui-là pour que vous gardiez ces idées à l'esprit au fur et à mesure que je vais présenter les éléments théoriques. Alors, je reviens sur une question plus abstraite. Pourquoi est-il nécessaire une théorie du Sud, du droit du Sud? Alors, deux arguments sont exposés. Le premier est celui dont les auteurs se disent, en fait, les théories qui existent aujourd'hui, ce sont des théories hégémoniques qui vont penser les problèmes qui concernent les pays hégémoniques et donc ne posent pas les problèmes du Sud. Les particularités du Sud ne sont abordées par ces théories hégémoniques. Elles ne sont pas intéressées, ce ne sont pas des problèmes qui sont en fait dans l'agenda de ces théories du droit. La deuxième question, c'est en fait n'explique pas les rôles du Sud dans les processus de globalisation. Ni dans les processus de globalisation, ni dans les processus de, disons, de régulation au niveau global. Alors, imaginez-vous en train d'expliquer à une personne qui habite un village perdu au Congo, qui n'a pas ses besoins satisfaits, que maintenant c'est vraiment la crise économique et que en fait, nos revenus vont se voir diminuer de manière très importante et la capacité d'achat sera sûrement réduite à la fin 2012. Ou, si vous voulez, un autre exemple peut-être plus proche pour moi, imaginez vous parler à des Colombiens en 2001 sur le 9-11 en disant voilà, maintenant c'est le début du terrorisme global et donc il faudrait qu'on se mette à prendre des mesures tous ensemble parce que voilà, maintenant il y a des vrais risques du terrorisme global. Et donc voilà des façons de voir comment ces problèmes qui sembleraient être globaux sont vus différemment quand on se place au sud. Donc voilà, cette dernière phrase, se placer dans le sud implique voir autrement la globalisation et les problèmes donc, qui sont posés par la globalisation.
Alors, les types de raisons, si on commence par les Sud, donc les types de raisons, c'est plutôt de manière plus analytique. Je vous ai énoncé comme ça 2 exemples, mais si on essaye de voir de manière plus analytique les raisons pour lesquelles on aurait besoin d'une théorie du Sud, ça serait des raisons d'ordre factuel, épistémologique et idéologique. C'est moi-même qui a essayé de mettre les différentes raisons qui sont exposées par les auteurs dans ces 3 catégories. Donc vous allez voir qu'il y a peut-être des raisons qui peuvent être dans dans 2 types différents de raisons. Alors, commençons par les raisons d'ordre factuel. Première raison d'ordre factuel, la constatation commune des théories globales en général, qu'il y aurait en fait une fracture normative, car on aurait une situation de déglobalisation de la société et de l'économie qui serait en fait plus large que les cadres normatifs qui est dû au droit positif, au droit de l'État, bien aux extensions du droit de l'État dans les droits internationaux. Alors voilà cette fracture normative et donc en conséquence l'émergence d'une nouvelle façon de gouverner, la gouvernance. Cette nouvelle gouvernance qui opérerait de manière réticulaire. Donc, constatation commune plus émergence de la gouvernance. Ça, c'est la première raison. Mais les auteurs se disent, attention, on a déjà étudié la défaillance de la régulation par l'État. On a déjà étudié la défaillance de la régulation par les marchés. Mais alors, en fait, aujourd'hui, on n'a pas encore très bien étudié la défaillance de la gouvernance. Et donc, leur objectif, c'est de montrer en fait que cette nouvelle normativité pour réguler les situations globales aurait des défaillances. Donc, première raison d'ordre factuel. Deuxième raison d'ordre factuel, ça serait le déclin de la conception du droit classique. Alors, il divise cette raison en 2. On peut diviser cette raison en 2. Les droits comme monopole de l'État. Alors, ces auteurs vont faire remarquer l'effet du pluralisme. Aujourd'hui, on aurait clairement une régulation à différentes échelles. Donc, il parle Santos, Boaventura de Sousa Santos, j'introduis les premiers noms. Il va nous parler des temps et d'espace et il va nous dire, oui, les monopoles de l'État, c'est très relatif. Bien sûr, dans les dernières 200 ans, on a les monopoles du droit étatique, mais c'est une question historique. À d'autres moments, ça a été d'autres institutions et probablement, un peu plus tard, ça sera aussi une autre institution. Donc, les monopoles actuels du droit par l'État, c'est une question accidentale, disons-le. En tout cas, c'est un moment historique. Car, de fait, on a sur différents espaces, différentes régulations. Alors, deuxième raison, donc ça serait une question fausse, dire que l'État a les monopoles du droit. Deuxième raison, les droits autonomes, selon les auteurs du Sud, et donc je vais introduire un deuxième nom, Garavito, Rodriguez Garavito, donc vous avez sûrement certains parmi vous lu son article. Il va nous dire, en fait, les droits, l'autonomisation du droit du politique, réduire l'État, réduire les droits à l'État est une dépolitisation. Alors, c'est étonnant comme affirmation, je vais vous expliquer ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire, en fait, quand on va réduire la production de l'État, du droit à l'État, on pense à un modèle webérien, où en fait, on va donner les monopoles du droit à une bureaucratie, et cette bureaucratie va opérer par sa propre logique. Et en fait, on dépolitise complètement les droits du moment que c'est la bureaucratie de l'État qui les produit. Et donc, en fait, il y a les citoyens, il y a les relations politiques entre les gouvernements et les gouvernés qui n'existeraient plus. La production de l'État, du droit par l'État, est une dépolitisation de l'État. Deuxième argument. Alors, deuxième constatation, au niveau théorique, alors ils vont dire, ça c'est aussi faux, l'État est par nature politique. Deuxième raison d'ordre factuel. Donc, droit monopole de l'État, faux, car il y a des faits en pluralisme. Deuxième raison,
droit autonome, c'est aussi faux car on va voir que l'État est lié à la politique. Voilà donc les raisons d'ordre factuel. Alors, les raisons d'ordre épistémologique sont divisées en 4. Première question, c'est les problèmes de la rationalité moderne. Alors, les auteurs du Sud, bien sûr très militants, vont vont parcourir l'histoire avec une lecture idéologique. Donc, ils vont montrer l'émergence du projet moderne au XVIe siècle comme un projet européen qui est basé en fait sur l'équilibre entre l'émancipation et la régulation, qui serait basé en fait en même temps sur une nouvelle rationalité, la rationalité scientifique cartésienne. Et ils vont affirmer en fait que cette nouvelle rationalité, les rationalités alternatives qui existaient ailleurs en Europe, mais aussi dans d'autres endroits du monde, auraient été exterminées de deux manières différentes. Une qu'ils vont appeler épistémicide, ça veut dire que la science moderne va faire des critiques très fortes sur les bases épistémologiques de ces connaissances, donc les connaissances dans d'autres, la production de la connaissance d'autres manières que cette rationalité scientifique. C'est ce qu'ils appellent l'épistémicide. Et une deuxième manière d'extermination, c'est l'extermination réelle, l'extermination des populations avec des connaissances alternatives. Alors, ils disent, en conséquence de cette extermination, soit une extermination purement épistémologique, soit une extermination réelle, on va avoir une prévalence de la science moderne. Donc ça, c'est les produits de la modernité, la prévalence de la science moderne. Alors que, selon eux, la science moderne est insuffisante pour résoudre les problèmes d'aujourd'hui, car la science moderne est basée que sur une connaissance partielle des choses, car d'autres connaissances qui existaient, on les a exterminées. Alors, l'équipement de la science moderne est limité et il ne pourrait pas faire face à des problèmes d'ordre différents qui ne seraient basés sur les mêmes types de rationalité. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des problèmes qui existent aujourd'hui, auxquels on essaye de faire face avec la science moderne, mais la science moderne n'est pas équipée car c'est un autre type de rationalité. Il donne un exemple très, très, très intéressant. Il dit on veut par exemple résoudre les trous de la couche d'ozone par la science. Alors qu'il y aurait peut-être d'autres façons de résoudre ces trous dans la couche d'ozone. Alors, deuxième raison d'ordre épistémologique. Donc la première, je résume, c'est le fait que la prévalence de la science moderne est insuffisante pour faire face à d'autres problèmes qui ont une épistémologie différente. Deuxième raison, c'est l'absorption de l'émancipation par la régulation. Alors, je reviens en arrière pour vous rappeler que selon les auteurs du Sud, le projet de la modernité est basé sur l'équilibre entre émancipation et régulation, nouvelle forme de régulation du social et nouvelle forme de régulation qui était permise grâce à une nouvelle rationalité, typiquement la Révolution française. Donc, un type d'émancipation et de régulation qui serait tout à fait conforme aux idéaux modernes. Alors qu'aujourd'hui, selon ces auteurs, il y a une absorption de l'émancipation par la régulation. Comment vont-ils expliquer cela? Alors, selon Boaventura de Sousa Santos en particulier, il y aurait trois institutions de régulation, l'État, les marchés et la communauté. L'État qui est basé donc qui est basé sur des rapports entre individus qui poursuivent leurs intérêts dans les marchés, donc un rapport horizontal. L'État qui a un rapport vertical d'obéissance politique et la communauté, à nouveau, qui aurait des rapports horizontaux par d'autres raisons que les marchés et l'État. Alors voilà les institutions de régulation. Et à cela, dans les projets modernes, il y aurait
trois types de rationalité qui opposeraient ces institutions. Ce type de rationalité, bien sûr, comme vous pouvez le voir, sont inspirés de Weber également. Ça serait la rationalité esthétique expressive de l'art et la littérature, la rationalité instrumentale cognitive de la science et la technologie, par exemple, et la rationalité morale pratique du droit. En tout cas, de la façon d'opérer du droit. Alors, au 19e et 20e siècle, on s'est rendu compte en fait que les promesses qui avaient été faites par la modernité n'ont pas été accomplies. Donc, liberté, égalité, paix, etc. n'ont pas été accomplies. Ce qui a conduit, par une question des faits, mais aussi d'idéologie et des connaissances, ce qui a conduit à la science, et particulièrement au droit, d'être en fait les moteurs de la société. Alors, selon eux, la science est devenue un instrument universel d'intervention politique légitime pour la transformation sociale. Je répète, des échecs de la modernité et des institutions pour achever les projets modernes, liberté, égalité, etc. Et donc, on va donner au droit les rôles d'achever, en tout cas de combler les défaillances du projet moderne. Alors, selon Santos, on arrive à une situation très particulière où le droit, qui est censé être un instrument d'émancipation, devient un instrument de régulation. Et alors, pourquoi? Parce qu'on va agir par les droits pour modifier, pour transformer la société. Et en même temps, en faisant cela, toute action légale devient légitime. Et donc, il dit, voilà la situation particulière de la modernité, c'est que aujourd'hui, en tout cas, la régulation et l'émancipation a été reprise par la régulation, mais aussi ça fait que toute action juridique est en même temps, en tout cas théoriquement, de régulation et d'émancipation, mais aussi est une action légitime. Alors, selon lui, si les paradigmes de la modernité étaient basés sur l'équilibre entre émancipation et régulation, l'absorption de l'émancipation par la régulation est en fait la fin du paradigme moderne. Car on ne peut pas échapper on ne peut pas garder l'équilibre entre émancipation et régulation. Alors, troisième raison d'ordre épistémologique, ils vont nous dire, en fait, dû à tout cela, le droit est dans un changement paradigmatique. Il est en train de sortir du paradigme de la modernité. Pourquoi? Rappelons-nous, le droit fait partie donc de la rationalité morale pratique, mais on s'est rendu compte aujourd'hui, donc est concerné par la raison pratique, mais on se rend compte aujourd'hui que le droit est incapable, en fait, d'un côté, de résoudre les problèmes plus importants aujourd'hui, en tout cas vu du point de vue du Sud, les famines, les guerres, etc., mais aussi le droit est incapable de plus en plus de conduire, d'influencer les comportements des individus. Alors, comme raison pratique, elle a la fonction de conduire les individus vers une certaine forme d'agir. Et aujourd'hui, on va constater en fait que le droit est incapable d'influencer les comportements des individus, en tout cas de plus en plus. Alors, en conséquence, qu'est-ce qui se passe? Le droit il s'opère une hybridation où le droit, pour améliorer son efficacité, est influencé par d'autres systèmes normatifs qui permettent donc de manière plus efficace d'influencer les comportements des individus. On va voir ça un peu plus tard avec un exemple. Voilà, donc troisième raison, le droit lui-même est en train de changer pour s'adapter, pour pouvoir être plus efficace. Quatrième raison, la production du droit. Alors, traditionnellement, on se retrouve avec la pyramide normative où en fait on a l'État qui va produire sa régulation à l'intérieur de son territoire. Mais
les auteurs du Sud vont constater qu'il y a toute une nouvelle émergence des régulations, et en particulier la régulation bottom-up qui s'oppose donc à la régulation top-down de l'État. Je répète, on a des mécanismes de fonctionnement de l'économie et de la société qui opèrent de manière réticulaire, et il est difficile pour les droits étatiques qui opèrent de manière top-down de réguler ces situations. Alors, il nous donne des exemples bottom-up. Il va nous dire, à chaque fois que les entreprises transnationales s'installent dans de nouveaux pays, ils vont se retrouver avec des pratiques de régulation locale. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ces entreprises avec ces nouvelles régulations? Soit elles s'adaptent, soit elles modifient ces pratiques. En tout cas, il y a des pratiques qui existent, des manières de régulation qui existent au niveau local et qui sont confrontées à un moment donné avec les acteurs transnationaux. Alors, il y a des exemples assez frappants de l'importance de s'adapter ou de ne pas s'adapter, ou bien d'utiliser la connaissance locale de la régulation. Avec les pharmaceutiques, ce n'est pas typiquement un cas de régulation, mais certaines pharmaceutiques ont exposé, en tout cas ont été obligées à exposer le fait qu'en utilisant la connaissance des groupes indigènes en Amazonie, ils ont 95% plus d'efficacité pour trouver les composants actifs d'un médicament, et ils s'épargnent 90% de leur investissement. Alors c'est beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace de trouver les composants actifs des médicaments quand la connaissance des groupes indigènes sur les plantes qui sont utilisées par ces groupes-là est utilisée. Alors voilà, les pharmaceutiques ont eu une grande mission d'utiliser toute la connaissance de ces groupes, ce qui a posé beaucoup de problèmes au niveau éthique et même des régulations, mais je ne veux pas revenir sur ces questions. Alors, deuxième question sur la production du droit, la place de l'État dans la production du droit global. Alors, les auteurs du Sud vont nous dire, contrairement à d'autres théories qu'on a eues aujourd'hui, pour les auteurs du Sud, l'État reste l'acteur le plus important de la régulation globale. Et ce qu'ils vont nous faire remarquer de manière très intéressante, en fait, c'est que l'État lui-même est en train de se transformer en raison de changements apportés par la globalisation. Donc en fait, l'État, sa façon d'opérer sa propre régulation est en train de se transformer. Mais cela ne change pas le fait que l'État reste au centre de la production normative. Et ils vont nous parler également de ce qu'ils appellent le political franchising ou l'isomorphisme. Ils vont dire aujourd'hui, la production normative s'opère beaucoup plus souvent entre la société civile et l'État. Et donc, on a un isomorphisme. Les régulations qui sont issues de ces partenariats entre l'État et la société civile ne ressemblent pas nécessairement les droits positifs, mais ce n'est pas non plus un code des obligations que j'ai rédigé chez moi. Donc, voilà cette situation où on a aussi l'État qui est intéressé d'opérer cette régulation au moyen de la société civile ou d'autres institutions. Donc, voilà, changement dans la façon de produire les droits, pas simplement top-down, mais également bottom-up et aussi avec l'aide des partenariats avec la société civile. Alors, troisième type de raisons, les raisons d'ordre idéologique. Et ici, on va voir, bien sûr, en partie les projets des théories du Sud. Il y a un livre d'Oscar Correa, un auteur mexicain, qui s'appelle « Les droits comme idéologie », où en fait il va faire un exposé, il va essayer de démontrer que les droits en lui-même n'est qu'une idéologie à laquelle on s'ajoute, on respecte, et donc on croit à cette idée du droit, mais en soi, le droit ne serait qu'une idéologie. Alors un artifice idéologique, il va appeler cela. Alors les raisons d'ordre idéologique, la première raison, c'est que le droit global, tel qu'il est décrit aujourd'hui par les théories hégémoniques, renforce les asymétries des pouvoirs nord-sud.
Alors, voilà une raison d'ordre idéologique, il faut changer cela. Il faut montrer qu'il est possible de créer un droit global qui respecte plus cette différence entre les Nord et les Sud. Pour cela, Santos va opérer une critique à Teubner que j'ai annoncé à Grégory hier. Et je ne sais pas si c'est pour ça qu'il n'est pas venu. Mais en tout cas, il va dire, Teubner nous dit, voilà, pas des droits sans État. Droit global sans État. Et lui, Santos va se dire, attention, ce modèle d'hétérarchie réflexive qui est proposé par Teubner est faux. Il nous dit, OK, la production, est-ce qui définit les droits, c'est cette différence entre légal et l'illégal, et pas des sanctions ou une situation institutionnelle. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si je rédige chez moi un texte qui dit « il est illégal de fumer » Est-ce que c'est du droit pour Teubner du moment que, pour lui, ce qui différencie les droits d'autres systèmes, c'est simplement les codes légal et illégal. Alors, est-ce que c'est du droit ou ce n'est pas du droit? Alors, lui, il va dire, bien sûr, Teubner, je suis sûr qu'il va dire « ce n'est pas du droit ». Pourquoi? Par ces couplages politiques, droit politique qu'on a parlé précédemment. Et donc, lui, il va revenir sur ces points-là. Il va dire « c'est parce qu'il y a une autorité ». Finalement, c'est son argument que j'ai essayé un peu de développer à partir de la question, je ne sais pas si vous vous rappelez, que j'avais posée la semaine dernière. Il va essayer de montrer en fait que même pour Teubner, les couplages droit politique est essentiel. Et du moment que ces couplages est essentiel pour définir les droits lui-même, les droits globaux, qui est en partie la production des États, va reproduire la hiérarchie des États. Ça veut dire que dans la production du droit global, les droits, ou en tout cas la production du droit par la Tanzanie, n'a pas la même valeur que les droits produits par les États-Unis. Et donc lui, il va dire, dans les droits globaux, l'État reste très important et il reproduit les hiérarchies des États. Alors, deuxième question sur le fait que les droits globaux renforcent les asymétries des pouvoirs nord-sud. Je vais revenir sur la définition du Sud parce que je ne l'ai pas fait pour l'instant, mais je l'ai fait exprès. J'ai parlé tout le temps que du Sud géographique. Mais les auteurs du Sud reconnaissent par ailleurs, je profite pour présenter un peu Boaventura de Sousa Santos, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, c'est un auteur portugais, un juriste, sociologue et économiste, qui est professeur à Coimbra, mais aussi à Wisconsin, en fait, qui est le cœur de cette théorie du Sud, où on voit beaucoup des académiques latino-américains, mais aussi africains, qui rejoignent cette équipe pendant 6 mois à l'université de Wisconsin, et en fait, où beaucoup de ces articles que je vous ai proposé de lire sont élaborés. Et donc lui, portugais, il enseigne aux États-Unis, il enseigne aussi en Amérique latine. Il va nous dire, en fait, il va parler du Portugal comme le sud de l'Europe. Donc on reste toujours dans les sud géographiques, mais il va parler aussi du sud dans le nord et du nord dans le sud. Ça veut dire, il va se dire, en fait, la question qui définit le sud n'est pas autant le fait d'être tout au sud comme l'Australie, par exemple, car on voit évidemment qu'il ne se réfère pas à l'Australie quand il nous parle du sud géographique, c'est le fait d'être dans une position de faiblesse, de subordination. Et alors, il va se dire, subordination face à quoi? Face à la production hégémonique de l'économie et du droit. Donc, en fait, on va retrouver ce qu'il appelle les Inner South, ça veut dire du sud dans le nord. Donc, des groupes dans les pays du nord, dans les pays cœur du système économique, des groupes qui sont en subordination, et ça aussi, il les appelle les Suds. Donc, sud géographique, oui, mais pas nécessairement, plus tous les groupes qui seraient en subordination à l'intérieur d'un pays. De la même manière, je ne veux pas exposer parce que vous avez compris, il y a les Nord et dans les Sud. Alors, deuxième raison d'ordre idéologique, on a donc besoin, en conséquence, de mécanismes institutionnels pour contrebalancer les pouvoirs et la logique des marchés. Il veut dire, voilà, on a ces asymétries des faits entre les Nord et les Sud, et donc on a besoin de mécanismes. Le droit global doit penser à des mécanismes pour contrebalancer ces asymétries et aussi la logique du marché. Il dit aujourd'hui la régulation, on est bien conscient, opère
en grande partie par des logiques des marchés. Et donc, on a besoin des mécanismes institutionnels qui nous permettent de contrebalancer ces pouvoirs. Je vais revenir tout à l'heure, mais il va parler sur les codes de conduite. La différence entre, et j'ai eu beaucoup de mal à traduire ces expressions, enabling rights and powering rights. Par les premiers, c'est la question des droits de protection, la question par exemple de sécurité sociale, et par empowering rights, c'est les droits de négociation collective, les droits qui donnent les droits qui donnent aux travailleurs la capacité d'action, pas juste des protections. Et donc il dit, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, bien sûr, fait de manière exprès par les droits hégémoniques, on prévoit dans les codes de conduite, dans les instruments de régulation globale, que des enabling rights, pas des protective rights. Et alors, ces droits protective rights, oui, très bien, ça protège les travailleurs d'être encore en plus en subordination, mais ça ne les permet pas tout à fait de négocier, de pouvoir avancer ses propres arguments et ses propres demandes. Et donc, il dit c'est important d'inclure les enabling, empowering rights dans les codes de conduite, par exemple. Alors, troisième argument d'ordre idéologique, la participation, vous avez compris, en fait, il faut plus de participation, il faut plus de mouvements sociaux. Sans la participation, les groupes en subordination sont condamnés à être toujours en subordination. Donc, son objectif est de créer une espèce de conscience, en fait, dans la société civile, de l'importance de la participation, mais aussi de la participation organisée, pas simplement de la participation individuelle. Et ici, il nous fait remarquer également, un peu nuancé, mais il nous fait remarquer, ce qui est tout à fait correct, du fait que, par exemple, les termes ONG, ça ne veut pas dire nécessairement que ça porte une idée particulière. Vous pouvez avoir des ONG d'extrême gauche comme d'extrême droite. Mais c'est le fait d'être organisé, et ce qui intéresse surtout les auteurs du Sud. Alors les TAN, groupes transnationaux d'aide juridique, Transnational Advocacy Networks, c'est ce que ça traduit en anglais. Alors, ce seraient des groupes qui peuvent donner du conseil juridique, qui peuvent porter des cas auprès des tribunaux. Voilà, je vous avais parlé dans le cas de la Colombie de ces groupes qui ont aidé aux 3000 victimes de déposer, d'introduire des pétitions et des plaintes auprès des juges colombiens, aussi de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc voilà, c'est Transnational Advocacy Network, c'est très important dans cette participation, raison d'ordre idéologique. Dernière raison d'ordre idéologique, vous avez tous compris, il faut récupérer l'émancipation qui est maintenant prise en otage par la régulation. On ne peut plus théoriquement s'émanciper par les droits, car ils régulent en même temps. Et donc, il propose de penser l'utopie. Il dit le contraire de cette prise en otage aujourd'hui de l'émancipation n'est pas la révolution et l'utopie. Et ce qu'il veut dire par utopie, c'est le fait que, je rappelle, quand on a parlé des 3 types de rationalité, c'était de contrebalancer la régulation. Alors il dit l'utopie, c'est la capacité de penser différemment les futurs. La capacité de penser différemment les futurs, c'est exactement ça ce qui est l'utopie. Ça veut dire qu'au lieu de penser les futurs en termes de rapport entre les expériences et ce qui est possible, par rapport à l'expérience, c'est de penser de manière utopique et ce qu'on croit qui n'est pas possible. Et c'est ce qu'il appelle les citoyens inventifs, c'est d'aller au-delà de l'expérience pour essayer de créer des futurs possibles et donc, de cette manière, de créer l'émancipation, de redonner du pouvoir à l'émancipation et de transférer ces pouvoirs d'émancipation au droit. On va voir comment il pense pouvoir faire cela. Alors, existence d'un droit global alternatif, c'est leur objectif de montrer. Donc, toutes ces raisons d'ordre factuel, épistémologique et idéologique se résument dans les projets de montrer en fait l'existence
d'un droit global alternatif. Alors, un exemple pour donner un peu de terrain à tout cela. Je reprends cet exemple dans des articles qui étaient proposés dans le cadre du cours. Alors, 9 janvier 2001, dans une usine à textile au Mexique, 400 travailleurs prennent la cour centrale d'une entreprise de textile, Cook-Dong au Mexique, qui est un sous-traitant de Reebok et Nike. Ces travailleurs ont 3 demandes en particulier. Première demande, amélioration des repas dans la cantine, qui est parfois remplie de verre, ce qu'ils disent, et parfois les aliments sont pourris. Deuxième demande, changer les syndicats pour un syndicat indépendant. Celui qui existait à ce moment-là, c'était un syndicat qui dépendait de l'entreprise, qui était financé et supporté par l'entreprise. Ils considéraient que ce syndicat était corrompu. Et troisième demande, la réintégration des 5 superviseurs des contrôles qui avaient été apparemment renvoyés parce qu'ils avaient soutenu une manifestation qu'il y avait eu à la cantine quelques jours avant. Alors voilà, mobilisation donc des 400 parmi les 600-700 travailleurs de l'entreprise, le 9 janvier 2001. L'entreprise refuse de négocier et porte plainte à la police que quelques jours plus tard, le 11, si je ne me trompe pas, le 11 janvier, il y aurait un rafle policier où il y aurait à peu près 400 blessés. Alors la police va arriver dans l'entreprise et en raison de l'action de la police, il y aurait apparemment 400 personnes blessées. Parmi celles-là, plusieurs femmes, des jeunes femmes, car la compagnie embauchait surtout des femmes entre les 20 et les 30 ans. Alors voilà la situation. Quelques jours plus tard, tout revient en ordre. Il y a certains travailleurs qui sont renvoyés, d'autres qui ne veulent pas revenir. Disons, le statu quo reste dans l'entreprise, il n'y a pas de négociation. L'État de Puebla, où en fait cette entreprise au Mexique est installée, va dire que c'était des événements mineurs, qu'il y avait pas, que la situation ne continuait pas. L'entreprise aussi va dire qu'il n'y avait pas de gros dommages, mais il y a plusieurs procès, des procédures d'ordre pénal qui sont lancées contre beaucoup de travailleurs qui avaient participé donc aux manifestations. Alors, le 8 octobre 2001, le New York Times annonce la signature de la première convention collective entre un syndicat indépendant et une entreprise, une usine à textile au Mexique. Alors, ce qui nous intéresse pour notre théorie du droit global du Sud, c'est ce qui s'est passé entre deux. Alors, première chose qui se passe, des ONG, CAT, Centro de Apoyo al Trabajador, qui va soutenir les travailleurs mexicains, qui va s'allier en fait avec la American Federation of Labor, qui ils se sont mis en contact grâce aux accords NAFTA, donc des réseaux de travailleurs qui se sont créés entre le Mexique et les États-Unis grâce aux accords et traités de libre-commerce. Également le Worker Rights Consortium, qui est une institution qui fait des rapports sur le respect des codes de conduite. Ici, un système de third party, ce qui veut dire que, en fait, si vous voyez, il y a 3 types différents de codes de conduite. Les codes de conduite qui sont rédigés par l'entreprise et sont contrôlés par un tiers. Non, qui sont rédigés par l'entreprise et contrôlés par la même entreprise. Premier modèle. Deuxième modèle, rédigé par l'entreprise et contrôlé par un tiers. Et troisième modèle, rédigé par un tiers et contrôlé par un tiers. Donc ici, les ONG mexicaines, mais aussi d'autres ONG américaines, vont contacter
cette agence en particulier pour lui demander et mettre de la pression pour faire un rapport sur la situation de cette entreprise Cook Dong sur la base des codes de conduite de Nike et de Reebok. Alors, Worker Rights Consortium va faire un rapport négatif sur la situation des Cook Dong au Mexique. Encore d'autres choses, et ces ONG s'en chargent également de contacter les fournisseurs et les acheteurs des Cook Dong International, une entreprise basée en Corée, pour leur expliquer en fait que l'entreprise Cook Dong Mexique ne respecterait pas certains de leurs codes de conduite. Et bien sûr, ça ne manque jamais dans ce type d'affaires. Il y a la publicité qui a été faite par la presse aux États-Unis et au Mexique sur la situation des travailleurs des Cook Dong au Mexique. Finalement, après tout cela, l'État de Puebla va accepter la création car c'est l'État qui doit en fait accepter la création d'un nouveau syndicat. Donc l'État va accepter la création du syndicat indépendant et Nike et Reebok vont demander à Cook Dong Mexique de signer une convention collective et d'accepter ces nouveaux syndicats. Voilà donc comment cette affaire se développe pendant ces 10 mois. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu les travailleurs? Beaucoup de choses. Première chose, ils ont obtenu une nouvelle cantine, un nouveau menu. Deuxième chose, ils ont obtenu une augmentation, ça c'est beaucoup plus important, une augmentation de 40% du salaire. Est-ce qu'ils les mettaient un peu au-dessus de la moyenne du salaire pour les entreprises mexicaines des textiles? Ils ont obtenu également donc, les nouveaux syndicats et des meilleures conditions de travail en général. Grâce à cela, Cook Dong Mexique a aussi attiré dans les dernières années des investisseurs verts qui ont donc amené l'entreprise à respecter encore plus des standards internationaux du travail. Alors, pourquoi est intéressant cet exemple? On ne voit pas beaucoup de tribunaux ici, sauf les tribunaux pénaux pour les affaires qui concernaient les travailleurs. Il est intéressant en premier lieu parce qu'il montre que les droits du travail, qui sont très chers pour l'État, sont directement liés à la globalisation. Ici, la production était destinée pas au Mexique, mais aux États-Unis. Et finalement, on va voir que les codes de conduite qui ont été mobilisés pour améliorer les conditions du travail des travailleurs mexicains, c'est les codes de conduite des entreprises américaines qui avaient toute une série de conditions de travail qui étaient demandées. Donc voilà, bien que la loi mexicaine, en plus, qui avait été mobilisée au début par ces ONG et qui n'a pas eu grand succès, ils ont réussi à mobiliser d'autres instruments, les codes de conduite notamment de ces entreprises, et en particulier ce qui concernait les droits de travail. Alors, deuxième raison, bien sûr, c'est, je viens de l'évoquer, le fait que ces droits de travail soient donc régulés par des instruments non étatiques, mais aussi qu'il y a des mécanismes efficaces pour faire respecter ces droits contenus dans ces instruments. Donc, ce n'est pas seulement le fait qu'ils existent hors l'État, mais aussi qu'il y a d'instruments hors l'État pour les rendre efficaces. Donc, notamment les agences dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, à partir du cas du Mexique, du Guatemala et d'autres exemples qu'il étudie dans d'autres articles, Rodríguez Garavito va faire plusieurs conclusions sur les codes de conduite et l'importance des codes de conduite et des instruments de régulation hégémoniques pour les Suds. Donc, il va dire clairement les codes de conduite sont des mécanismes de régulation hégémoniques qui ont été prévus par les entreprises pour mettre une série de standards qui leur permettent de standardiser les rapports avec d'autres entreprises dans la production globale. Mais il dit, voilà, il faut mobiliser, c'est l'idée un peu de cette théorie, il faut mobiliser donc les instruments hégémoniques de manière contre-hégémonique.
Et qu'est-ce qu'il manque à ce type d'instrument hégémonique? Alors lui, il va dire 3 choses. Première chose qui manque, c'est les enabling rights. Ce sont plus des droits pour que les personnes puissent agir par elles-mêmes. Donc, on s'est mis d'accord, la protection, la sécurité sociale, les droits, les conditions de travail dans l'entreprise, etc., etc. Tout ça est très important, mais ce qui est encore plus important, c'est le respect des droits des négociations collectives, d'association, le respect des droits d'association, qui est, selon lui, absent dans la plupart des codes de conduite des entreprises transnationales. Donc il dit, voilà, ce type d'instrument nous permettrait d'équilibrer précisément les asymétries entre les acteurs, un des éléments dont on avait parlé tout à l'heure. Donc, plus de droits, plus de enabling rights dans les codes de conduite. Alors, une autre conclusion qu'il va nous présenter est plutôt sur l'ensemble de la globalisation. Il dit, Garavito va nous dire, voilà, la globalisation, je l'ai présentée et je veux vous montrer comment toute la production économique est principalement hégémonique, mais il ne faut pas oublier qu'en même temps, il y a la résistance qui se crée de manière parallèle à cette production globale. Donc il veut montrer qu'il y a des processus parallèles et que les théories du droit global ont écarté de manière volontaire ou involontaire la question de la résistance, la question de la régulation qui se passe dans les bas de l'échelle de régulation. Alors, c'est comme ça que je vous introduis à la question qu'est-ce qu'est la globalisation. Il y a 2 points pour cette question. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, sa réponse dans son livre est la globalisation est un problème et est une réponse en même temps, mais il va dire c'est une mauvaise réponse, c'est une bonne réponse, mais c'est une mauvaise réponse. Ça veut dire elle est bonne, mais elle ne donne pas de points. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il nous dit, alors, la globalisation, je vais passer à analyser plus précisément la définition, mais la définition plus d'ensemble qu'on peut trouver dans les théories du Sud sur la globalisation est la suivante. La globalisation est un processus par lequel une condition ou entité locale réussit à avoir une portée globale et, ce faisant, acquiert la capacité de désigner une autre comme condition ou une autre condition ou entité comme locale. Alors, je vais vous montrer que ça, c'est aussi une mauvaise réponse qui ne donne pas de points, car il va nous dire qu'il y a 4 types différents de globalisation et celle dont on vient de parler est juste un des types de globalisation qui sont distingués par les théories du Sud. C'est notamment les localismes globalisés. Et donc les localismes globalisés et les processus par lesquels une condition locale réussit à devenir globale et à signaler une autre condition comme locale. Donc la définition qu'on vient de voir tout à l'heure. Exemple, une compagnie transnationale qui commence une friterie, qui commence à flager, qui finit par être une grosse friterie dans le monde entier. Voilà ce qui pourrait être un beau projet de localisme globalisé. L'anglais, les lois américaines de copyright pour les softwares, par exemple. Alors, avant de continuer avec les autres, je ne vous ai pas dit la manière comme il essaie de définir la globalisation de manière globale, c'est de l'aborder d'un point de vue des procès. C'est un procès, ce n'est pas un résultat, c'est un procès. C'est un ensemble de relations, un ensemble de rapports. Et donc, quand ces rapports changent, la définition de globalisation change aussi. Donc, si vous voulez, elle est une définition procédurale. Et donc, ceci c'est les 4 points dans lesquels il distingue la globalisation telle qu'il la voit aujourd'hui. Mais je répète, c'est un ensemble de rapports, et donc, à fur et à mesure que ces rapports changent, les contenus de la globalisation changent aussi. Alors, deuxième type de globalisation, les globalismes localisés. Alors, les globalismes localisés, c'est les effets d'une action extérieure, globale,
et ses impacts sur une question locale et la transformation de la situation locale pour s'adapter aux conditions globales. Donc, je répète, c'est l'impact d'une situation externe qui va transformer une situation locale pour qu'elle puisse s'adapter à la situation globale. Donc, notamment, des exemples, les programmes d'ajustement structurel, ou encore plus intéressant et plus facile à comprendre, les zones de production industrielle pour promouvoir le libre commerce. Si vous allez dans beaucoup des pays du Sud, vous allez voir des gros endroits qui sont destinés à la production pour l'exportation. Et donc, ça a transformé les paysages, pas seulement visuels, mais les paysages économiques et du travail dans beaucoup de ces pays. Alors, c'est ce qu'il va appeler un globalisme localisé. Et il y a une discussion, il y a beaucoup de dialogues entre Santos, Teubner et aussi un autre auteur, William Twining. Et donc, Twining va se dire, il y a une chose qui ne va pas pour moi dans cette distinction. Il ne va pas prendre cet exemple, mais il prend un exemple plus compliqué, donc je vais prendre un autre exemple plus simple, mais qui va rester compliqué. Vous allez voir que ce n'est pas très simple non plus. Alors, il dit, prenons McDonald's. Vous voyez, c'est typiquement le cas d'un localisme globalisé. C'est une entreprise américaine qui a été créée aux États-Unis et qui maintenant est partout dans le monde. Et donc, elle a la capacité de désigner quand même Quick comme une compagnie relativement locale. Si vous voulez, si vous allez, je ne sais pas, au Canada, si on reconnaît Quick, peut-être oui, mais peut-être en Australie pas. Au Canada non plus. Okay. Donc, mais néanmoins, ce localisme globalisé va mettre à disposition d'un certain public un pain spécifique en Belgique ou des sauces particulières, ou dans certains pays tropicaux, vous allez trouver une barre de salade qui n'est pas du tout dans la pratique des McDonald's globalisés. Mais ces types de pratiques au global vont en fait, au local, vont aussi transformer la vision globale de la compagnie. Donc, par exemple, les barres à salade des McDonald's a été exportées et maintenant on les retrouve aux États-Unis quand c'est une idée qui vient à la base du Mexique. Donc, cette distinction globalisme-localisé, localisme-globalisé n'est pas très claire. Il y a plusieurs critiques sur la question. Est-ce que l'effet de la salade maintenant qu'on nous vend en Belgique, est-ce que c'est vraiment un localisme globalisé ou c'est un globalisme localisé? Ou c'est une chaîne? Voilà donc ces questions sur la salade chez McDonald's. Alors, troisième question, les cosmopolitanismes subalternes, c'est un troisième type de globalisation. Et ici, on arrive au type de globalisation que les auteurs du Sud considèrent comme contre-hégémoniques. Selon eux, le localisme globalisé et le globalisme localisé sont des types de globalisation hégémoniques. Le cosmopolitanisme subalterne est un type de globalisation contre-hégémonique. Qu'est-ce que le cosmopolitanisme subalterne? C'est simplement la mobilisation des instruments mis à disposition par la globalisation de manière contre-hégémonique, de manière à faire face au mouvement de libération des marchés ou des régulations par les acteurs économiques des pays, du noyau dur de la globalisation. Alors, un exemple pour lui du cosmopolitanisme subalterne qui est cité dans un article de 2010, c'est le cas bien sûr de Cook Dong. Donc, c'est les stratégies, les mécanismes qui sont mobilisés au niveau global pour faire face à des mécanismes de régulation hégémoniques. Finalement, quatrième type de globalisation, c'est l'héritage commun de l'humanité. Et selon Santos en particulier, c'est la seule vraie question globale, donc des questions qui concernent le globe entier, comme l'environnement, les armes nucléaires, etc. etc. Donc vous voyez, ce n'est pas des questions qui dépendent d'une région, qui se sont globalisées, ou bien des stratégies, c'est simplement des faits qui nous concernent à tous, et donc qui nous obligent à tous à agir en coordination. Alors, comment distinguer, maintenant qu'on connaît les différents types de globalisation, on connaît maintenant les raisons pour lesquelles il faut penser une théorie du Sud. Maintenant,
quelle est cette théorie du Sud? Quelle est cette théorie du Sud? On va essayer de mettre quelques noms, quelques questions dans cette théorie du Sud. Alors, il va distinguer ça de deux approches. Il va faire cela en opposition à deux approches, la gouvernance globale et les droits globaux hégémoniques. La gouvernance globale, donc il va définir en premier lieu les deux, si vous voulez, les 4 séances antérieures peuvent être résumées en 2 types de théories, la gouvernance globale et les droits globaux hégémoniques. Donc tout type de théorie hégémonique sur les droits globaux, selon eux, peut être résumé dans ces 2 théories. Alors, gouvernance globale, il dit, parfait, les mêmes diagnostics que nous, fracture de la régulation, car il y a la régulation top-down du droit étatique, du droit international, qui est confrontée à une logique réticulaire du marché et de l'économie. Donc, fracture normative, fracture de régulation. Conséquence pour la gouvernance globale, une proposition de la gouvernance globale, c'est une stratégie normative réticulaire. Car, bien sûr, ce qu'on essaie de réguler est réticulaire, donc la proposition normative est elle aussi réticulaire. Alors, je ne veux pas entrer dans les détails de la régulation réticulaire. Réticulaire, alors c'est l'opération en réseau. Ça veut dire que d'un côté, on a la question top-down, directement, donc je vais expliquer obéissance politique, pendant que la question réticulaire est plus une façon d'agir qui opère en réseau et avec une logique réflexive, donc où il y a plusieurs acteurs avec différents instruments de régulation qui opèrent sur une même question qui doit être régulée. Donc en fait, il n'y a pas une autorité qui se déplace d'en haut en bas, qui donne l'ordre, c'est plutôt un groupe d'actions et d'acteurs qui vont agir sur une question particulière. Alors, 4 principes, et je passe assez vite parce qu'ils sont assez simples. Les intérêts sont définis sur une base discursive et non sur la base des intérêts des acteurs dans la vie réelle. Donc lui, il dit, cette proposition normative est basée sur 4 principes, et c'est pour ça que la gouvernance globale n'est pas bien. Exemple, la crise économique, il va dire, on ne sait pas ce qu'elle adresse la crise économique, on a l'impression qu'elle adresse un discours. Et donc, en fait, les priorités des intérêts de la gouvernance globale sont basées sur un discours. Et il prend notamment les exemples de discussions entre les banques centrales et les États, comme un exemple des intérêts qui sont définis de manière discursive. J'avais un exemple, malheureusement Grégory n'est pas ici, mais je vais quand même le dire, parce que il pourra le savoir plus tard, c'est le fait de Teubner de définir les droits qui opèrent en réalité par une catégorie discursive légale, illégale. Donc en fait, selon Santos, c'est une manière d'imposer une catégorie qui est discursive au réel. Donc c'est la même chose qu'on fait avec la gouvernance globale. Deuxième raison, les bénéfices économiques. En fait, la connaissance locale est utilisée parce qu'il y a des bénéfices d'économie et d'efficacité. C'est la gouvernance globale. Troisième raison, les asymétries de pouvoir qu'on a vues, on ne s'intéresse pas. Elles sont suffisamment légères pour qu'il puisse y avoir des collaborations horizontales. Donc on ne s'adresse pas à réduire les asymétries de pouvoir. Et dernière question, on ne s'intéresse pas non plus aux préconditions de cette collaboration, notamment la redistribution des ressources. Conclusion, selon Santos, la gouvernance approfondit les asymétries entre les acteurs. Les droits globaux hégémoniques, la théorie antérieure nous proposait un mécanisme de régulation réticulaire, pendant que les théories des droits globaux hégémoniques, elles s'intéressent simplement à la description. À la description de quoi? À la description des nouvelles orthodoxies juridiques, aux nouveaux instruments qui régulent la globalisation, des nouveaux instruments juridiques qu'on connaît plus ou moins, et c'est ce qu'il appelle les nouvelles orthodoxies juridiques. Et donc, on va s'intéresser, les théories des droits globaux hégémoniques vont s'intéresser à décrire la façon d'opérer de ces nouvelles orthodoxies juridiques. Alors, selon Santos, ils ont un mérite méthodologique, car ils ont suivi les acteurs, ils ont récolté des données, et il y a un travail empirique important, mais
la façon de présenter cette construction des nouvelles orthodoxies juridiques et de la régulation globale est une description élitiste. On a l'impression que tous les acteurs qui participent à la création de ces nouvelles orthodoxies juridiques sont un peu concertés. Même s'il y a des différences, il semblerait d'être coordonnés, un peu concertés. Et il dit, ça a l'impression, dans la création de ces instruments de régulation, qu'il n'y a pas de résistance. Que même si des ONG se prononcent sur une question ou l'autre, il n'y a pas de résistance. C'est un peu un mouvement auquel on ne peut pas résister. Et donc il dit, voilà, les droits globaux hégémoniques nous présentent une description de ces nouveaux instruments comme s'il n'y avait pas de résistance possible. C'est juste une description, mais il n'y a pas de résistance possible. Alors, l'égalité cosmopolite subalterne, je passe aux 4 principes. C'est les dernières slides. Après celle-ci, il va nous dire, c'est pas une théorie maintenant. On est presque à la fin, vous vous rendez compte, on est presque à la fin de l'exposition parce qu'il va nous dire que ce n'est pas une théorie. Je vous ai parlé pendant une heure d'une théorie qui n'est pas une théorie. Il va nous dire que c'est juste une approche. Alors, c'est juste une approche qui est contraire aux théories systémiques et du constitutionnalisme global parce qu'elle ne va pas nous apporter des réponses pour toutes les questions qu'on peut lui poser. Donc, c'est dans ce sens qu'elle n'est pas une théorie, elle ne peut pas nous apporter une réponse globale à toutes les questions. Simplement, une approche pour faire quoi? Une approche pour comprendre les processus de globalisation et les processus de régulation par les bas, depuis les sud, pour voir autrement ces processus de globalisation et de régulation. Et deuxième caractéristique de la légalité cosmopolite subalterne, je ne l'ai pas dit, la légalité cosmopolite subalterne, je l'ai dit peut-être, est sa proposition de théorie globale ou d'approche globale, maintenant que je vous ai dit la vérité. Alors, deuxième caractéristique est une approche pluraliste. Je vais vous dire tout à l'heure si c'est un pluralisme ordonné ou pas. Voilà donc ma dernière slide, je pense. Ouais. Donc, les caractéristiques de la légalité cosmopolite subalterne. La première caractéristique, et donc c'est des propositions qu'il va nous faire, bien sûr, très idéologique, je répète, c'est la repolitisation du droit. On a dit qu'est-ce qui s'est passé avec les droits, on l'a réduit à l'État, on a dépolitisé les droits. En fait, il nous dit qu'il faut repolitiser tous les rapports sociaux, à la maison, à l'école, au bureau. Il donne l'exemple typiquement, s'il y a 60 ans, 80 ans, les rapports au foyer étaient politisés, on se serait sorti beaucoup plus rapidement de l'inégalité entre hommes et femmes. Si chaque rapport entre les individus est politique, on peut agir de manière politique sur ces rapports-là. Alors, il nous demande, repolitisons tous les espaces de la société pour mettre les droits dans tous ces endroits-là. Un exemple qu'il nous donne, je reprends parce que c'est un exemple qu'a donné Grégory la dernière fois, sur les TRIPS. En fait, le Brésil, en 1991, a décidé de ne pas respecter cet accord pour distribuer et produire des médicaments génériques contre les sida. Pour une question de santé publique, les États-Unis ont attaqué le Brésil à l'Organisation mondiale du commerce. C'est une affaire qui a été très, très politisée dans la communauté internationale et dans le Brésil, même parce que c'était un vrai cas de santé publique. Les États-Unis ont retiré la plainte devant l'Organisation mondiale du commerce. Donc lui, il donne cet exemple-là comme une politisation du droit pour lutter contre les inégalités. Deuxième caractéristique, la légalité cosmopolite subalterne est multistratégique. Donc tous les moyens du droit, on a vu, peuvent être mobilisés, mais aussi les bottom-up, ça aussi on a vu, je ne veux pas approfondir, je l'ai développé pendant tout l'exposé. Alors, troisième critère, l'élargissement des critères juridiques au-delà des droits individuels. Il va nous dire, comme on a pensé les droits à partir du modèle moderne, on a pensé les droits à partir du droit individuel. Alors, aujourd'hui, depuis les Suds, on voit que beaucoup des problèmes qu'on pose avec un langage des droits individuels sont vraiment des problèmes des droits collectifs. Les famines, par exemple, selon lui, est une situation qui devait être protégée par un droit collectif et pas par un droit individuel. Et par ailleurs, les droits collectifs, d'une certaine manière, devraient avoir une primauté sur certaines questions
sur les droits individuels. Bien sûr, si vous mettez cette question dans d'autres termes, vous pouvez voir des questions très polémiques qui ça soulève. Par exemple, les droits collectifs à la sécurité et les droits individuels à la liberté ou à son domicile. Alors, quatrième question, et je trouve que ça c'est, de mon point de vue, comme je vous ai dit, j'ai mis 150 pages à critiquer cette théorie, mais je trouve que là où il y a une chose intéressante, la interlégalité, c'est sa proposition la plus fine sur le pluralisme juridique. Alors, non, il n'est pas un pluraliste ordonné, et surtout pas, il n'est pas un pluraliste traditionnel. Qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, en fait, les pluralistes, ils assument que les ordres juridiques en eux-mêmes sont autonomes, sont self-contained, ils se reproduisent, c'est des ordres juridiques eux-mêmes. Alors, soit les ordres juridiques sont un rapport de conflits, c'est des ordres juridiques qui sont destinés au local ou au global, mais ils agissent sur le même territoire. Donc en fait, les pluralistes, de toute façon, même s'ils acceptent qu'il y a plusieurs ordres qui opèrent sur un même endroit, ils assument que les ordres sont des ordres autonomes. Alors que lui, il pense que le principe du pluralisme est la interlégalité. Ça veut dire que ces ordres juridiques sont en fait connectés entre eux-mêmes. Il n'y a pas un ordre juridique pur. Et donc, il y a un rapport, une communication permanente entre tout ce qu'on appelle les ordres juridiques. Il va dire une phrase qui est très critiquée par Teubner après. Il va nous dire, finalement, quand on agit, tous ces ordres juridiques sont mélangés dans notre esprit et dans nos actions. C'est-à-dire, on ne dit pas, c'est l'ordre juridique du droit international que je peux faire ça, c'est l'ordre juridique du code de conduite que je peux faire ça, l'ordre juridique national belge. En fait, il dit les ordres juridiques sont mélangés dans l'esprit et aussi dans la pratique. Et donc, en fait, il y a une interlégalité entre tous ces ordres juridiques. C'est vraiment lui qui a proposé cette interprétation du pluralisme juridique comme étant connecté entre tous les ordres et pas un rapport entre ordres. Dernière question, dernière caractéristique, il nous dit, voilà, je commençais par ça, il nous manque encore des études empiriques de l'utilisation du droit. Il faut aller voir sur les terrains comment les acteurs qui sont sur les terrains utilisent les droits de manière contre-hégémonique. C'est des études des cas et ça doit se faire aussi de manière empirique. Voilà, merci beaucoup.